Paul-Henri Giraud, professeur en études hispaniques contemporaines à l'Université de Lille. Alors, le titre de la thèse, il faut que je le relise parce qu'il était long. Vers la transparence, création poétique et expérience du sacré, dans l'œuvre d'Octavio Paz, d'Aigle ou Soleil, 49-50, Au singe grammairien, 1970. Voilà, Effectivement. ça a été soutenu en 2000 à l'Université Paris-Sorbonne sous la direction de Claude Esteban. Effectivement, le titre est long. Je suppose que tu nous expliqueras pourquoi tu avais besoin d'expliciter en frontispice de ton travail. Mais avant, je voudrais qu'on parle un peu de ton parcours. Alors, une question que je pose de temps en temps, pourquoi tu as choisi l'espagnol? Ça, tu nous le diras, peut-être dans ton enfance ou dans tes études. Souvent, c'est la rencontre avec un prof d'espagnol extraordinaire au collège ou au lycée. Et puis après, tu nous diras si tu as eu un parcours ordinaire d'hispaniste ordinaire avec une licence, une maîtrise, un DEA, ou est-ce que tu as fait des choses plus originales que la moyenne? Alors, pourquoi l'espagnol? Parce que mes copains choisissaient espagnol en quatrième. Et là, j'ai eu une prof qui s'appelait Madame Grampoder. Donc, elle m'a tout de suite, elle nous a tout de suite fait apprendre du Machado et du Lorca, et donc c'était marquant. Et ensuite j'ai fait une hypocagne euh, à Louis le Grand, et le professeur d'hypocagne et de cagne était connu pour sa réputation comme un excellent professeur d'espagnol. Et donc, c'est là que j'ai choisi de prendre espagnol première langue, à la place de l'anglais. Puis, à l'école normale, je suis entré comme spécialiste de lettres modernes, mais j'ai voulu faire deux licences, l'espagnol n'étant pas la principale. Et puis, c'est au moment du master, de la maîtrise, donc à l'époque, que l'espagnol s'est imposé comme, pas à cause du sujet, à cause de l'auteur que je voulais traiter, que j'avais connu en Cagne, qui était donc Saint-Jean-de-la-Croix. Et c'est là que je suis parti sur la poésie mystique espagnole du XVIe siècle. Ensuite, il y a eu un DEA où j'ai fait un pas de côté vers la civilisation de l'Espagne du XVIe siècle, qui m'intéressait aussi, mais qui m'a montré très rapidement que c'était pas là que je pouvais donner le meilleur de moi-même, disons. Je n'étais pas un historien dans l'âme, même si j'aimais l'histoire. Et enfin, ce qui a tout changé, ça a été le service militaire obligatoire que j'ai fait à l'époque sous la forme de la coopération, qui m'a permis de partir 2 ans au Chili, à la fois dans une tâche humanitaire et aussi pour compléter quelques cours à la fac de littérature française. Mais donc le Chili, ça a été une expérience en soi. Et ensuite, je suis rentré en France par le Mexique, où j'avais à l'époque de la famille pour des raisons euh, transitoires. Et c'est au Mexique que j'ai vraiment lu un livre que j'avais acheté avant de partir, qui était Libertad bajo palabra d'Octavio Paz. Et c'est sûr que le fait de lire certains poèmes sur place au Yucatan faisait un effet différent. Et ensuite, quand je suis rentré en France, j'ai eu un an pour choisir un sujet de thèse. Et je me suis longtemps posé la question, est-ce que je repars sur le siècle d'or ou est-ce que je choisis l'Amérique latine? Et finalement, c'est pas ce qu'il a emporté par la force de sa poésie, et son attrait à ce moment-là, mais aussi l'idée que j'avais envie de retourner en Amérique latine, de connaître d'autres pays que le Chili et un peu le Mexique. Voilà un petit peu mon parcours où donc l'aspect non académique a été déterminant aussi. Est-ce que tu as le souvenir de, parce que bon, Passe manifestement, c'était une révélation, la rencontre entre un territoire et un poète. Est-ce que tu as le souvenir de un, deux ou trois poèmes comme ça qui t'ont particulièrement porté à cette époque-là? Alors en fait, j'ai j'étais porté par le milieu de Libertad bajo palabra, qui sont des poèmes des années 50. Il y a de grands poèmes d'amour de Semillas para un himno. C'est l'époque
des amours d'Octavio Paz avec une belle italienne. Euh, et donc, il en ressort une plénitude humaine qui m'avait enthousiasmé. Euh, et puis, je me rappelle que j'avais été arrêté dans ma lecture par les poèmes beaucoup plus tourmentés de La Estación Violenta, qui ne me plaisait pas énormément. Mais ce qui a été décisif, c'est les petits poèmes entre les deux de Semillas. Attends, non, c'est à l'intérieur de Semillas para un himno, Piedras Sueltas. Piedras Sueltas, ce sont presque des haïkus ou des poèmes très brefs sur le Mexique, sur certains temples du Yucatan, sur certains objets dans la bibliothèque d'Octavio Paz. Et comme j'étais au Yucatan en train de visiter ces temples, au moment où je lisais ça, c'était comme recevoir une capsule de poésie à chaque visite, tu vois. Et voilà, ça a été très marquant. Et ensuite, de retour à Paris, là, j'ai lu extensément l'œuvre d'Octavio Paz et ce qui suivait. J'ai découvert l'œuvre indienne. Et c'est l'œuvre indienne qui m'a le plus interpellé ensuite, qui m'a le plus surpris. Voilà. Alors du coup, pourquoi est-ce que tu as opté pour ce sujet-là et tu vois, et pourquoi la formulation de ce titre? Donc pourquoi la perspective et ce titre? Alors, ça a plusieurs étapes. D'abord, c'était cet auteur qui me plaisait. Il y avait déjà une thèse en cours avec le même directeur de thèse, donc j'avais renoncé en fait à le faire. Et puis Claude Esteban m'a dit, mais il y a de la place pour plusieurs thèses sur Octavio Paz, donc allez-y. Et il m'avait suggéré un sujet infaisable qui était l'imaginaire mexicain dans l'œuvre d'Octavio Paz. Mais c'était un bon départ, évidemment. Cependant, au bout de un an, je ne voyais pas comment m'en sortir, d'autant plus que j'avais j'avais méthodiquement suivi des cours à l'EHESS d'initiation à l'américanisme, alors avec des conférences d'histoire, d'anthropologie et autres. Et j'avais eu un séminaire avec Serge Gozinski, à qui j'avais fait lire quelques pages de mon projet de thèse, qui avait bien voulu me répondre au téléphone, m'engueuler pour me dire que euh, vraiment, on en avait marre de ces sujets sur l'imaginaire, des pyramides, dans la littérature, etc. Qu'il fallait arrêter avec ce discours, premièrement, et que deuxièmement, Octavio Paz lui-même faisait partie de l'imaginaire mexicain actuel, et que donc il fallait que je m'intéresse aux personnages publics, aux directeurs de revues, aux prises de position politiques, très polémiques, etc. Et là, j'ai eu une impression un peu vertigineuse de ne pas pouvoir traiter un sujet parce que je connaissais assez mal le Mexique, même si j'y étais allé une ou deux fois. Euh, et, et en plein doute, un jour d'hiver, un samedi après-midi, alors que j'avais évidemment ma thèse à faire, je décide quand même de sortir de chez moi et d'aller à la Sorbonne à une conférence sur Mircea Eliade. Et là, j'ai eu une révélation immédiate, c'est-à-dire que la conférence m'a beaucoup plu, mais ensuite j'ai acheté un petit livre, un abécédaire de Mircea Eliade, et j'ai vu que tous les concepts éliadiens sur l'éternel retour, sur le temps mythique, sur ce qu'il appelait la hiérophanie, la manifestation du sacré, etc., collaient parfaitement, non seulement avec la poétique de Paz, mais avec sa poésie aussi. Et donc, j'ai reformulé complètement mon sujet, qui m'a permis, sous la forme de l'expérience du sacré dans la poésie et dans la poétique de Paz, ce qui me permettait d'oublier un petit peu la politique mexicaine où je ne me retrouvais pas du tout, et d'autre part, d'inclure toute une partie du corpus que j'aurais dû laisser de côté, qui était l'œuvre écrite en Inde et au Japon. Et ça permettait de garder le Mexique quand même, puisque le sacré mésoaméricain apparaît à plusieurs moments décisifs de l'œuvre. Et donc, je replanifiais mon corpus. Esteban a été un petit peu étonné du changement, mais finalement, il m'a dit d'accord. Et moi, ça a été libérateur pour moi. Et je pense qu'il y a souvent, dans les thèses, pour les rendre faisables, il y a un moment
soit au milieu de la thèse, soit au premier tiers de la thèse, où il faut reformuler pour le rendre faisable Mm. et pour avoir l'énergie d'accomplir une tâche qui paraît insurmontable. Alors, rétrospectivement, qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir démontré dans ce travail? C'est-à-dire, tu vois, maintenant que tu n'as plus la tête dans le guidon, parce que maintenant, ça fait quand même quelques années que tu l'as soutenu, tu as l'impression d'avoir compris et fait émerger quoi de cette œuvre autour de la perspective Alors, que tu te proposais? d'abord, je dois dire que, avant de répondre à ta question, que je n'ai jamais fini ma thèse. Je l'ai soutenue sans l'avoir finie, un peu, parce que j'avais l'ambition de traiter au départ toute l'œuvre d'Octavio Paz. Or, finalement, pour soutenir, j'ai dû m'en tenir à la partie centrale de la thèse, laisser de côté la partie initiale de Genèse que Paz lui-même euh, reniait à moitié, et d'autre part, tout ce qui suivait le retour d'Octavio Paz au Mexique dans les années 70 après sa démission du poste d'ambassadeur en Inde en 68, ben, je ne l'avais pas traité dans ma thèse. Donc, j'y reviendrai, je l'ai traité plus tard dans un livre qui était issu de la thèse. Mais j'avais quand même le sentiment de ne pas être allé jusqu'au bout, et pourtant j'ai soutenu parce que bon, il y avait quand même une cohérence du corpus. Et ce que je voulais démontrer n'a pas trop souffert de cette mutilation parce que, en fait, ça se fondait sur la poétique de Paz lui-même, de ses années centrales, exprimée dans L'Arc et la Lyre, qui est son grand livre de 56, où Paz déclare que la poésie moderne, alors évidemment, j'ai fait un saut un peu rapide de la poésie moderne à la poésie d'Octavio Paz, mais Octavio Paz s'incluait avec une certaine fausse modestie dans la poésie moderne. Et il disait que cette poésie moderne, selon lui, avait une double belligérance. D'une part, contre le sacré institutionnel, contre les églises, et dans Mmh. les églises, on pouvait voir large, on pouvait aller jusqu'au Parti communiste, euh, dans tous les grands récits, si l'on veut, et d'autre part, enfin, il y a cette belligérance de la modernité contre un certain sacré institutionnalisé, et par ailleurs, grâce au surréalisme, une autre belligérance contre le rationalisme et le positivisme. Et cette double belligérance justifiait une entreprise qu'il qualifiait en 56 de prométhéenne, de refondation, refonder, recréer un nouveau sacré. Telle est l'ambition de la poésie moderne. Et donc, j'ai essayé d'appliquer cela à l'œuvre de Paz et de voir en quoi ça pouvait marcher en fonction des imaginaires qu'il mobilisait, l'imaginaire mexicain d'abord, pour Libertad bajo palabra, puis l'imaginaire indien et l'érotisme tantrique et le bouddhisme, et puis finalement, c'était les deux grands pôles, parce que ce qui suivait c'était un peu une resécularisation de l'œuvre poétique de Paz à partir des années 70. En effet, sa poésie elle-même est beaucoup plus engagée, beaucoup plus désenchantée et plus dans la politique mexicaine au sens large, l'imaginaire politique de l'histoire du Mexique. Voilà. Alors ça, c'est d'un point de vue, je vais être caricatural, mais c'est d'un point de vue thématique. Mais d'un point de vue de l'écriture, alors, comment tu as fait des micro-lectures, comment tu as procédé? Alors oui, c'était de fait un des discussions que j'avais avec Marie-Claire Zimmermann qui me disait, mais vous êtes du côté du sens. Et je dis oui, mais elle me disait, mais alors les vers. C'était ça que j'avais en tête. Euh, donc, euh, donc, sans renier ce point de départ qui était un peu philosophique et d'histoire de la pensée, euh, Paz est un grand expérimentateur de l'écriture. C'est ça qui m'a fasciné aussi. Et donc, je commençais avec Aigle ou Soleil, qui est un livre de poèmes en prose, où clairement, il fait acte de création, un petit peu sous l'influence d'Henri Michaud, je pense, évidemment de Rimbaud. Et puis ensuite, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il y a une expérimentation du vers. Il y a des vers très brefs, et le haïku, l'expérience du Japon, lui sert pour aller contre la tendance hispanique à en rajouter, etc. Et donc c'est une école de style. Mais par ailleurs, il ne s'interdit pas d'aller vers le verset poétique,
de Whitman, de Claudel, de Saint-Jean-de-Perse, et ça donne la Estación Violenta, qui, même si ça me plaisait moins, étaient quand même des poèmes considérables, des poèmes qu'il fallait traiter. Et enfin, après, quand il revient à Paris avant de partir en Inde, il s'essaye, un petit peu sous l'influence peut-être du Boucher, à une mise en page espacée, avec des vers échelonnés, beaucoup de blancs typographiques. Et cela, il va le systématiser en Inde. Et donc, il travaille sans cesse sur le vers, sur la mise en page. Il va même aller jusqu'au poème visuel avec les topoemas qui suivent Blanco. Donc, et puis ensuite, il va reprendre l'écriture déchirée des poèmes échelonnés pour Vuelta, son retour au Mexique. Et ça, j'y étais sensible, j'étais obligé de le travailler par l'évolution même de l'œuvre. Euh, Ce que je relis un petit peu avec sa poétique du sacré, parce que, en fait, Paz nous dit que dès qu'il y a rythme, il y a rite, et quand il y a rite, il y a mythe, et donc il y a création d'un sacral, d'un sacré textuel. Et en fait, ces jeux sur le vers ou sur la prose, le rythme propre à la prose ou au vers, Ouais. créent un rite qui est celui de la lecture des poèmes. Et on s'en aperçoit en particulier dans les poèmes de l'Inde, où il joue énormément avec les césures des mots, avec l'invention verbale. Il emploie des mots aussi sanscrits à l'intérieur de l'espagnol. Il joue sur le mot nada, par exemple, qui veut dire rien, mais qui veut dire aussi nage, et qui veut dire le blanc, le point focal euh, en sanskrit, etc. Et alors, toi qui es très au fait de ce qui se fait en poésie au Mexique aujourd'hui, est-ce que tu vois une influence de Paz chez les nouveaux poètes de maintenant au Mexique? Je pense qu'on est plutôt dans une éclipse actuellement de l'influence de Paz, qui était Ouais. écrasante pendant des dizaines d'années. Et en fait, avec la... Alors, il y a toujours des gens qui ont été des amis, des disciples d'Octavio Paz, des gens qui ont maintenant plus de 70 ans souvent, qui étaient de jeunes poètes à l'époque, comme Elsa Croce, comme Alberto Blanco, qui sont restés dans cet héritage tout en développant une œuvre très personnelle. Mais je pense que les jeunes poètes euh, ont, ont essayé et ont réussi à tourner la page aujourd'hui, Mm. euh, en s'intéressant à des thématiques nouvelles qui sont dues à l'évolution dramatique de la violence au Mexique, par exemple, euh, qui revisite la poésie politique, que Paz a pratiquée bien sûr, mais euh, autrement et plus sous l'influence de Pacheco que de Paz, je pense. Ce qui fait que Paz, on le redécouvrira pour une poésie qui voudra justement s'extraire du cauchemar de l'histoire, pour l'appréhension de l'instant et du bonheur, je pense. Mais Mm. c'est pas encore, l'heure n'est pas encore venue, malheureusement. Ça viendra, ça viendra. Et alors, outre que tu pourrais, si tu veux bien, nous parler de comment c'est de travailler, d'être le doctorant de Claude Esteban, est-ce que, en dehors du rôle que lui a joué, il y a d'autres personnes, à part peut-être Marie-Claire Zimmermann, tu l'as évoqué, j'étais persuadée que tu allais en parler. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont joué un rôle important dans ce processus de conception et d'écriture d'une thèse? Oui, alors Claude Esteban, je lui serai toujours reconnaissant de m'avoir accueilli comme doctorant, parce qu'en fait, il ne courait pas après les doctorants, il avait son œuvre littéraire à faire, Mm. euh, qui était sa priorité. Par exemple, il a refusé de faire la Pléiade d'Octavio Paz parce qu'il voulait écrire pour lui-même. Voilà. Donc, il n'était pas obligé d'accepter les doctorants en plus, il était en fin de carrière, etc. Mais pour Paz, précisément, il était partant, et c'était d'autant moins évident qu'il était d'abord un spécialiste de poésie espagnole, même s'il avait traduit Borges et Paz. Bon. Euh, et puis ensuite, c'était indéniablement un professeur à l'ancienne, c'est-à-dire que il me recevait une ou deux fois par an pendant 20 minutes. Et à chaque fois, il m'a dit deux ou trois choses très pertinentes qui m'ont beaucoup servi. Mais je ne pouvais pas attendre de lui
une direction, vraiment. C'était Mm. plutôt une impulsion, une mise en garde, un accompagnement, un acquiescement, quelquefois. Euh, et la discussion véritable sur mon sujet, je l'ai eue le jour de ma soutenance avec Claude Esteban. Euh, Ce qui fait qu'il était nécessaire d'avoir plus d'appui. Marie-Claire Zimmermann, que j'avais connue en séminaire de master, m'a beaucoup appuyé. Elle a relu euh, peut-être toute la thèse, en tout cas de nombreux chapitres. On a eu quelques séances de travail dont je me souviens au Centre d'études catalanes, ce qui était fort utile pour l'aspect académique de la chose. Mais j'avais aussi une relecture très précise d'un professeur de français qui ne connaissait pas l'espagnol. Donc, je mettais la traduction des poèmes pour lui faire lire ma thèse, euh, qui, qui était mon professeur de lycée et qui m'avait suivi finalement depuis la seconde. Et cet ami, Jacques Nebout, euh, lui faisait une relecture stylistique de ma thèse. Et il déplaçait les segments de phrases. Ce que j'avais mis au début, il mettait au milieu. Ce que j'avais mis à la fin, il mettait au début. Il me disait, Paul-Henri, il y a deux moments importants de la phrase, c'est le début et la fin. Donc, reformule pour qu'on sache vraiment ce qui est important dès le début, mais que ce qui arrive à la fin soit encore plus intéressant. Et il a fait ça sur toutes les pages de ma thèse. Je regrette d'avoir jeté ces corrections. C'est vraiment un acte euh, euh, que je regrette, mais euh, je me suis souvenu de sa leçon et donc j'ai eu l'impression d'avoir appris à écrire Mm. euh, dans un certain sens pour ma thèse. Voilà. En ce sens, faire une thèse, ce n'est pas inutile. Alors, tu as dit la traduction, donc moi, forcément, mon oreille a tilté. C'était des traductions comme ça informelles pour qu'il accède au sens ou tu as vraiment fait des traductions des poèmes et le cas échéant, quels sont les enjeux de la traduction? Parce que traduire la poésie, c'est vraiment très difficile. Moi, je me souviens avoir traduit Périr aussi et j'avais des problèmes d'équivalence de mots. Et elle m'a dit, j'ai échangé avec elle, elle m'a dit, mais moi, ça m'est égal que tu aies le même mot, l'important, c'est la musicalité. Elle me laissait encore plus de liberté que j'en voulais, parce que moi, je voulais qu'elle m'aide pour le sens, pas pour des questions de rythme, etc. Mais bon, est-ce que donc tu as fait des vraies traductions et le cas échéant, est-ce que c'est difficile de traduire cette poésie-là? Oui, sans doute difficile, mais comme c'est pas moi qui l'ai traduite, c'était plus facile parce que tout était presque Ah, presque tout était déjà traduit. Et j'avais choisi dans ma thèse pour que puissent la lire aussi des gens de ma famille, par exemple, qui ne parlaient pas l'espagnol, de mettre en note systématiquement la traduction. la Donc, traduction. j'ai ajouté quelques traductions. Je me suis amusé à traduire quelques textes qui n'étaient pas traduits, mais en général, je mettais les traductions existantes et je ne me privais pas de les modifier quand il y avait des choses qui me plaisaient plus ou moins ou qui étaient plus ou moins en désaccord avec d'autres textes, parce que Paz a été traduit par au moins une dizaine de traducteurs. Et donc, certains mots-clés comme muchacha, par exemple, n'étaient pas traduits de la même manière. Et pour ma démonstration, j'avais besoin de garder le même mot, le même signifiant en français aussi, ou alors de faire des remarques sur les différentes traductions possibles. Donc, je commentais en même temps les traductions et j'ai fait cette expérience vraiment que je conseille à mes étudiants, quand c'est possible, de lire les poètes en traduction aussi, Mm. mais surtout quand on les connaît bien, parce que du coup, on a des surprises. Et on se dit, mais ce poème, je n'ai pas lu ça en espagnol. Et donc, on revient au texte espagnol, et là, on voit le choix ou l'écart choisi par le traducteur qui est révélateur. Et puis, alors, le meilleur traducteur de Paz, à mon avis, et je ne suis pas le seul à le penser, c'était Claude Esteban, qui était un très grand traducteur, en plus d'être un très grand poète. Et, et il y a eu une correspondance qui a été publiée sur la traduction du poème Blanco en français, en anglais et peut-être dans d'autres langues, en portugais. Et avec la correspondance, Esteban Paz, puisqu'ils se sont connus à l'occasion de cette traduction, et Paz discutait les choses et disait, mais là, vous avez raison, c'est encore mieux en français, ou bien là, bon, il faut changer un peu, etc. Et, et donc, c'était vraiment une réflexion très,
très éclairante sur la polysémie du texte espagnol que d'avoir recours aux traductions. Et alors, muchacha, c'est quoi alors chez Paz? Alors, ça pouvait être la jeune fille, ça pouvait être la jeune femme, ça, voilà, c'était fille ou femme, et j'ai choisi fille. Euh, euh, Parce que il y avait aussi c'est un peu Marie-Jo, c'est un petit peu la femme qu'il a son amour de maturité qu'il a connu en Inde et qui donne lieu à certains poèmes, en particulier à Blanco. Et, et donc il fallait que ce soit une femme beaucoup plus jeune, d'où fille, parce que c'était relié ensuite dans certains textes du singe grammairien à des mythes indiens où apparaît une jeune fille. Voilà, D'accord. donc il y avait une cohérence mythique, si tu veux, de cette traduction. Alors, avec les années qui ont passé là, c'est toujours ton poète préféré? Ou tu te dis, bon, bah ça, c'est mes amours de doctorant, mais aujourd'hui, je suis plus le même lecteur et d'autres voix qui me parlent. Oui, oui, c'est un poète que j'admire énormément, mais il a fallu euh, que je sois sevré d'Octavio Paz à un moment, parce que euh, il y a eu la thèse, puis il y a eu un premier livre, puis il y a eu un deuxième livre augmenté, puis il y a eu la traduction du deuxième livre, etc. Donc, euh, je, je me suis dit à un moment, je ne vais plus jamais écrire sur Paz. Et puis, je me rends compte que c'est pas possible, parce que en fait, il y a tellement de choses qui sont latentes dans la thèse que j'ai envie de développer d'une manière ou d'une autre, par comparaison, par opposition avec d'autres poètes, que souvent j'y reviens, si tu veux. Alors, évidemment, j'adore d'autres poètes. Lui-même, je l'ai vu 2 fois me parler à chaque fois de Neruda. Il parlait plutôt des poètes de sa jeunesse qu'il avait admirés dans sa jeunesse. Il parlait moins des poètes plus jeunes, finalement. Il était plus intéressé par ses aînés Mm. que par les plus jeunes. Mais donc Neruda, bien sûr. Et puis je dois dire, vraiment découvert Borges à l'occasion des programmes d'agrégation. Et ça reste un poète très, très différent, mais que j'apprécie beaucoup. Et puis il y a aussi des poètes plus récents également. Même si, voilà, je sais pas si dans les poètes du 21e siècle, je n'ai pas encore trouvé l'équivalent de Vallejo, Borges, Paz y otros fundadores. Alors, j'imagine que comme tout le monde, tu as été un malheureux doctorant de temps en temps, à traîner ta misère avec des difficultés que tu as eu du mal à surmonter, etc. Donc, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées, que ce soit des difficultés qui sont liées à ton sujet ou des difficultés générales, par exemple, pour l'écriture, et quelles sont les solutions que tu as trouvées pour les dépasser? Alors, la première difficulté, c'était l'ampleur de l'œuvre, puisque Esteban m'avait dit, les œuvres complètes viennent de paraître, lisez tout, et puis ensuite, vous choisirez. Bon, j'avoue que je n'ai pas tout lu encore aujourd'hui. Donc, c'était l'aspect inabarcable Oui. de la chose, et le fait bon, que Lévi-Strauss l'a dit, Paz était un esprit de la Renaissance, un esprit universel qui s'intéressait à tout, qui osait parler de tout, même si quelquefois il aurait mieux fallu qu'il n'en parle pas. Mhm. Donc voilà, c'était une des premières difficultés. À cette difficulté était lié le fait du plaisir de découvrir, de lire des essais sur la politique mexicaine, sur la philosophie chinoise, voilà, sur l'art contemporain. Tout ça, c'était une découverte intellectuelle qui m'a accompagné, mais qui était une tentation parce que ça m'écartait de la tâche que j'avais, qui était d'écrire. Euh, donc, il fallait trouver une entrée. Et c'est là que, avec son concept de coincidentia oppositorum, coïncidence des opposés, que Eliade emprunte à la philosophie médiévale chrétienne, euh, eh bien, là, j'avais trouvé une entrée. L'oxymore, la coïncidence des opposés, euh, euh, voilà, qui était la base de la mystique, est aussi la base de la poésie, finalement. Et c'est donc à partir de là que j'ai pu construire mon petit mécano de thèse et aboutir à un plan qui me satisfasse. Et enfin, ça, je l'ai trouvé relativement tard. Et donc,
il fallait continuer, me remettre à lire des choses que je n'avais pas encore lues, alors qu'il fallait déjà écrire. Et c'est Ouais. ça qui a été le plus difficile. Comment faire? Parce que le temps passait, les années passaient, il fallait vraiment écrire. Et donc, j'ai essayé de m'astreindre à écrire le matin, lire l'après-midi ou l'inverse, mais à faire les deux choses dans chaque journée Mmh. pour ne pas sacrifier l'écriture à la lecture. Voilà. Et l'écriture a été difficile? L'écriture était laborieuse, euh, mais de moins en moins. On écrit de mieux en mieux et de plus en plus vite à la fin. Donc ça, je le dis à tous mes doctorants, c'est pas grave. Vous avez déjà écrit 100 pages, c'est déjà très bien. Ensuite, ça ira beaucoup plus vite. Et alors toi, en tant que directeur, parce que ça, c'est un débat que j'ai avec, certains collègues, est-ce que tu leur dis: «Il faut absolument commencer par le début, l'introduction, le grand 1, et cetera», ou est-ce que tu leur dis: «Écrivez après tout ce qui vous inspire le plus et puis, bah, vous enchaînerez, et cetera»? Moi, j'avais tendance à dire: «Vous commencez par le début pour vous mettre les choses au clair et tout». Je me rends compte qu'il y a beaucoup de collègues qui disent: «Non, non, laisse-les écrire, par le bout qu'ils veulent». Toi, tu quel type de c'est quoi ta religion? Les deux. C'est-à-dire, je crois qu'il faut qu'ils écrivent dès le début, mais même sur autre chose, qu'ils écrivent leur journal intime, qu'ils écrivent sur Ah le oui? film qu'ils ont vu. Je crois qu'il faut écrire, voilà, parce que il faut écrire, ce n'est pas naturel. Encore moins aujourd'hui où on est arrivé à nos SMS. Euh, et deuxièmement, je suivrai le conseil de Umberto Eco dans Comment fait-on une thèse, qui est un livre des années 70 totalement périmé, sauf dans le dernier chapitre de l'écriture, justement, où il dit, contrairement à ce qu'on vous dit, l'introduction, on ne la fait pas seulement à la fin, on la fait aussi au début, c'est-à-dire que c'est un projet, l'introduction, c'est voilà ce que je veux faire. Et c'est bien de le coucher sur le papier. D'ailleurs, pour demander, par exemple, un contrat doctoral, il faut bien faire cet exercice-là, Mmh. un projet de thèse, ce qui fait qu'il peu ou prou peut ressembler à une introduction. Et puis, ensuite, le faire périodiquement. Parce que une fois qu'on a écrit un premier chapitre, ou qu'on est au milieu du deuxième et qu'on ne sait pas du tout où on va, c'est bien de revenir à l'introduction qu'on a écrite et à la relire éventuellement pour changer une virgule ou une phrase, ou éventuellement pour ajouter un paragraphe. Mmh. Et ainsi revenir à la perspective synthétique de l'introduction périodiquement, Oui. c'est prendre en fait une bouffée d'oxygène, à mon avis. Et alors, quels étaient les professeurs qui composaient ton jury? Alors, il y avait donc Claude Fell, que j'étais allé voir au début de ma thèse, qui m'avait été d'un grand service, puisque il m'avait donné des contacts au Mexique pour rencontrer des écrivains et des critiques, qui était donc le rapporteur de ma thèse. Il y avait ensuite Claude Esteban qui, en tant que directeur, prenait la parole en second lieu. Puis Saúl Jurkiewicz, que je ne connaissais pas encore à ce moment-là, que je n'avais jamais rencontré, et qui a parlé longuement et a fait du Jurkiewicz à l'oral, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire une critique qui était une construction verbale. Et on montait en montée et on ne savait pas quand le soufflet allait redescendre, mais c'était donc parfois un petit peu, c'était à ce moment un peu un trou d'air dans la thèse, et en même temps, c'était des remarques passionnantes. En particulier, il a mis le doigt sur une des faiblesses de ma thèse, qui était le fait d'avoir un peu évacué l'histoire, parce qu'à force de s'intéresser au sacré, on évacue le reste. Et je m'en suis souvenu pour traiter les chapitres qui manquaient dans le livre postérieur ensuite, sur justement le rapport à l'histoire et le divorce entre le sacré et l'historique finalement. Et puis, c'était Marie-Claire Zimmermann qui présidait le jury, donc qui a parlé à la fin. Et voilà. Et alors, en dehors du show de Jurkevitch, quels sont les souvenirs que tu gardes de cette journée? Toi, comment tu te sentais? Alors, c'est un moment de grand bonheur, de discussion, euh, qui est ensuite prolongé pendant les heures et les jours et les années qui suivent. Ah, j'aurais dû répondre ceci, j'aurais dû répondre cela. Premièrement, je me souviens du début, du grand silence au début, où il faut donner sa position de thèse, et avec ce grand silence, le soutien des gens qui étaient derrière, en particulier mes collègues de Nanterre, puisque j'enseignais à Nanterre à l'époque, qui étaient venus
Et ça, je m'en souviens comme voilà, un soutien tacite. C'était vraiment important. Je me souviens d'une anecdote un petit peu pitoyable qui fait que j'ai eu une crise de larmes avant la fin de la soutenance euh, parce que j'avais dédié ma thèse à mon prof de Cagne, Henri Larose, qui était mort quelques temps auparavant, et Marie-Claire Zimmermann m'a remercié d'avoir fait cette dédicace à la fin de son intervention, et je m'y attendais pas du tout, j'étais épuisé, et donc je commençais à pleurer. Et là, Marie-Claire a dû meubler 1 ou 2 minutes avec un éloge d'Henri Larose, avec que sais-je. Et puis ensuite, on est revenu à nos moutons et on a pu conclure de façon plus sereine. Mais c'est un accident de soutenance que je ne regrette pas, mais qui était quand même un imprévu. Voilà. Allez, tu es submergé par l'émotion, ça c'est et alors, l'HDR, alors, est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu l'as faite? Et puis surtout, la soutenance, alors tu l'as vécu pareil, autrement, Alors pour l'HDR, je dois dire que d'abord, l'HDR était sur un sujet très différent, tout en étant mexicaniste, puisque c'était sur la photographie de Manuel Álvarez Bravo, autre monstre sacré de la culture mexicaine, et ami d'Octavio Paz. En fait, le point de départ, ça a été un poème de Paz sur les photos d'Álvarez Bravo, où il reprend les titres, et où il termine par La realidad es más real en blanco y negro, puisque les photos d'Álvarez Bravo étaient principalement, presque exclusivement en noir et blanc. Et, et comme je connaissais un petit peu des gens qui connaissaient la famille d'Alvarez Bravo, etc., j'ai eu la possibilité de les rencontrer. Ils m'ont donné le feu vert pour faire un essai donc, sur la photographie, en lien avec les goûts littéraires très prononcés de ce photographe. Donc c'était un exercice un petit peu différent qui m'a orienté vers l'image et avec un jury forcément assez différent, même si Marie-Claire Zimmermann était toujours là au jury. Je l'ai vécu très différemment parce que c'était vraiment une conversation avec des collègues. Euh, il y avait 2 spécialistes de photographie, Jacques Terrazza et puis Jean-Claude Lemagny, qui n'était pas un hispaniste d'ailleurs, et le reste, c'était des hispanistes. Euh, donc, c'était un rite de passage de maturité, disons, mais avec moins d'enjeux, me semble-t-il, que la thèse. cette fois tu n'as pas pleuré. Non, je n'ai pas pleuré. Bon et alors, dans quelle mesure est-ce que, l'enseignant, parce que le chercheur, je le sais déjà, mais l'enseignant continue d'être influencé par ce travail de thèse? En d'autres termes, est-ce que tu enseignes PASS et comment ça s'enseigne PASS à des étudiants de maintenant? Alors, j'ai enseigné Paz lorsqu'il était au programme du CAPES avec le labyrinthe de la solitude et je m'en suis un peu mordu les doigts parce que, euh, comme c'est un ouvrage qui fait partie de l'enseignement mexicain, il y a beaucoup d'explications de chaque paragraphe de ce livre sur Internet et c'était le début du plagiat que nous connaissons. Et donc, c'était compliqué de faire des mini-mémoires là-dessus à nos étudiants ou même des devoirs simplement. Mais par ailleurs, je dois dire que je connais ma thèse presque par cœur, parce que je l'ai non seulement beaucoup relue pour la produire, mais ensuite j'en ai fait plusieurs livres, j'ai revu très précisément la traduction en espagnol, ce qui fait que j'y reviens toujours avec un certain haut-le-cœur en disant, bon, j'en ai marre. Et en même temps, le fait que je la connaisse fait que, indéniablement, dès que je fais un cours sur la poésie et sur le sujet poétique, je recycle mon sous-chapitre sur le lyrisme ou sur le jeu poétique ou sur le masque poétique tel que Paz le conçoit. Donc ça, c'est vrai que je l'utilise assez souvent. Euh, et, euh, et cette année, sur Blanca Varela, par exemple, eh bien, oui, il y a des choses qui peuvent me revenir aussi pour marquer la différence entre Varela et Paz. Et alors les étudiants de maintenant, ils sont réceptifs à la poésie? Oh, pas vraiment. Heureusement que c'est au programme, sinon ils ne la liraient pas. Je me rappelle un cours sur Vallejo en licence. Est-ce que vous lisez de la poésie? Est-ce que vous aimez la poésie silence? Puis finalement, il y a une petite voix qui dit, ah oui,
pourvu qu'elle ne soit pas triste. Alors, sur Vallejo, c'était évidemment un petit peu dur. Hay golpes en la vida. Mais, euh, mais je pense qu'on peut quand même montrer l'intérêt, l'intensité d'un poème ou d'un vers, et même les plus récalcitrants peuvent y être sensibles. Alors, à quel moment tu situes, j'adore moi être dans vos salles de cours avec vous par cette interview interposée, à quel moment tu situes la forme, la métrique, la versification, toutes ces choses-là, c'est sobre la marcha, ou est-ce que tu dis, bon, alors attention, avant d'entrer en langage poétique, il faut avoir reçu les instruments, etc., etc. Bon, ma méthode est toujours assez formaliste, donc je commence par tout ce qui est formel, D'accord. pour éventuellement l'oublier à un certain moment, si c'est possible, mais y revenir quand on n'y pensait plus. Voilà, donc j'essaye de montrer l'intérêt d'une approche métrique, euh, même si je ne l'exige pas de toute explication, et je suis capable de mettre une bonne note, même si toutes les subtilités formelles ne sont pas mises en valeur, mais ça me paraît une porte d'entrée nécessaire. Et Blanca Varela, alors elle te parle? Oui, euh, et certainement, dès que je commence à travailler un poème pour une explication, je suis complètement dedans. Mais c'est rugueux, c'est quelque chose de difficile d'abord, à chaque fois. C'est pas le plaisir qui prime, sauf exception. Mais en même temps, les poètes qui m'ont toujours intéressé étaient des poètes difficiles, et donc cette difficulté propre à Blanca Varela fait aussi partie de sa grandeur. Alors, tu as dit que tu connaissais quasiment par cœur ta thèse, puisque tu l'as lu, relu, traduit, relu la traduction, etc. Et au fur et à mesure que tu la côtoies, donc tu as dit, j'en ai marre, j'en ai marre. Mais est-ce que tu mesures l'écart qu'il y avait entre le jeune homme que tu étais et le chercheur confirmé que tu es maintenant? Est-ce qu'il y a des pages où tu te dis, oh, c'était pas si mal, et d'autres pages où tu te dis, mais quelle naïveté? Évidemment, oui. Euh, En même temps, je suis pas sûr d'avoir tellement changé que ça. Euh, j'ai l'impression que on a une vivacité intellectuelle à 25-30 ans que parfois on n'a plus à l'âge canonique qui est le mien. Et donc, euh, Et donc, j'essaye en même temps, la pression de la thèse, comme la pression d'un cours d'agrég finalement, ou la pression d'un concours à préparer, fait qu'on est obligé de réfléchir un peu plus vite. Hmm. Et quand j'essaye de penser à un problème un petit peu nouveau, un petit peu différent, j'essaye de... Ça ne marche que si j'ai une pression qui, par exemple, une deadline, et puis aussi que l'enjeu en vaut suffisamment la peine, comme lorsque j'écrivais la thèse. Donc, euh, on est quand même un peu le même, hein. D'accord, donc pas un recul foufou en te disant, mais j'ai été métamorphosée dans l'intervalle, c'est bien, cette chose a bien été écrite par toi. Oui, oui, bah, évidemment, il y a des chapitres ou des pages qui me tombent des mains, hein, très vite, mais c'est pour ça que c'est comme se regarder dans le miroir. Il vaut mieux pas trop. Creusé. Et alors, là, le volume thèse, celui que tu as donné à ton jury, il est dans ta bibliothèque ou au fin fond d'un garage? Et est-ce que c'est au contraire les versions éditées que tu privilégies? Oui, oui, j'ai oublié la thèse, je n'ai que les versions éditées, qui ne sont pas si différentes non plus. J'ai surtout enlevé des notes. Donc, je suis reparti à la cave pour trouver l'exemplaire originel. Ah, encore un chercheur qui avait laissé la thèse à la cave. C'est ça, c'est symptomatique, ça. Alors, dis-moi, quels sont les conseils que tu donnes à tes doctorants? Alors, je l'ai marqué puisque tu m'avais posé la question à l'avance. Et donc, j'aurai 4 conseils ou quatre indications. C'est ce que je dis à toute personne qui veut venir faire une thèse, qui vient m'en parler. Je leur dis, une bonne thèse est une thèse finie. Donc, ça ne sert à rien de commencer une thèse pour ne pas la finir. C'est trop frustrant, je pense.
Et donc, déjà finir une thèse en soi, c'est un accomplissement, même si la thèse n'est pas aussi formidable qu'on l'aurait rêvé. Deuxièmement, je dis à mes doctorants, mais ça, c'est la pression des comités de sélection qui me le fait dire. Je ne sais pas si je l'aurais dit à l'époque où nous faisions notre thèse. Il faut écrire sa thèse en ayant en tête qu'on va écrire un livre. Parce qu'une fois que la thèse est faite, il faudrait pouvoir en faire un livre, soit en français, soit en espagnol, qui puisse ensuite remonter, distinguer le candidat qui veut obtenir un poste, que ce soit en France ou ailleurs. Et puis, alors je reprendrai le conseil habituel en latin, nulla dies sine linea, pas de jour sans écrire une ligne. Bon, il y a un moment où il faut se dire ça. En le corrigeant avec la mauvaise traduction ironique de Tito Monterroso, annulla cada día una linea, c'est-à-dire non seulement il faut écrire tous les jours, mais il faut aussi couper tous les jours. Voilà. D'accord. Et est-ce que pour finir, enfin, avant, parce qu'après j'aurai une dernière demande, est-ce que tu peux prendre ta thèse, alors le volume que tu veux, soit le volume thèse ou le volume livre, et nous lire la première phrase ou 2 ou 3 premières phrases et nous en faire un commentaire? D'accord. Alors, bon, c'est le même. Ah, t'as pas changé le début entre la thèse et Non, le... D'accord. non, non, j'ai peu changé le texte en fait. J'ai un peu coupé, mais. Alors là, bon, c'est un début un petit peu prudent. L'œuvre du poète et essayiste mexicain Octavio Paz, 1914-1998, illustre la richesse et l'ambiguïté des relations qui unissent la poésie moderne et le sacré. Cette poésie, qui se situe le plus souvent en marge de toute confession religieuse, en dehors des églises et parfois même contre Dieu, n'en manifeste pas moins une certaine forme de religiosité, un lien avec les autres, certes, mais aussi, plus fondamentalement, un lien avec lo otro, ce qui est autre. Voilà, bon, on peut continuer, mais donc l'abord est assez philosophique, c'est vrai, et j'avais conscience de marcher un peu sur des œufs à plusieurs égards dans cette entrée en matière, d'être dans un terrain miné. D'abord, euh, parler du religieux dans une tradition laïque, premièrement, qui est la tradition française. Deuxièmement, le religieux chez un poète de tradition libérale, jacobine, voire anticléricale, qui est Paz, un poète qui se disait agnostique. Ensuite, privilégier le sens alors qu'on attend qu'on parle de la forme. Mm. Et finalement, le mot ambiguïté, je l'ai mis à dessein parce qu'il me permettait de dessiner une zone qui est celle de la poésie, d'une parole plurivoque, d'une parole d'autant plus riche qu'elle est polysémique, qu'elle est ambiguë, qu'elle est parfois contradictoire et que les sens contradictoires enrichissent la lecture. Voilà ce que j'ai voulu, Et ce par quoi là, j'ai commencé. et tu as terminé par quoi alors? Par une citation ou par... Alors oui, parce que je ne savais pas trop comment terminer, donc j'ai terminé par un poème entier qui me plaisait énormément, mais que je n'avais pas eu l'occasion ou la force de commenter. Et finalement, en préparant un petit peu le terrain, en essayant de voir que ce poème, il y avait la femme aimée, il y avait l'arbre, il y avait le sacré, il y avait la sensualité, il y avait la lumière, il y avait l'Inde, il y avait les arbres du Mexique et les arbres de l'Inde. Donc voilà, ça permettait d'unir des grandes thématiques qui avaient été évoquées jusqu'à présent. Alors pour finir, est-ce que tu accepterais de nous lire en espagnol ton poème de Paz préféré? Ah, oh, j'en ai beaucoup, mais je pourrais peut-être lire celui que j'avais mis à la fin, justement. Voilà, je n'osais pas te le proposer, mais ce serait parfait. Euh, La cara y el viento. Bajo un sol inflexible, llanos ocres, colinas leonadas, trepé por un breñal una cuesta de cabras hacia un lugar de escombros, pilastras desgajadas, dioses decapitados. A veces centelleos subrepticios, una culebra, alguna lagartija, agazapados en las piedras, color de tinta ponzoñosa, pueblos de bichos quebradizos.
Un patio circular, un muro hendido, agarrada a la tierra, nudo ciego, árbol todo raíces, la higuera religiosa. Lluvia de luz, un bulto gris, el Buda. Una masa borrosa sus facciones, por las escarpaduras de su cara, subían y bajaban las hormigas, intacta todavía, todavía sonrisa la sonrisa, golfo de claridad pacífica. Y fui por un instante diáfano, viento que se detiene, gira sobre sí mismo y se disipa. Donc tu l'aimes parce que ça réunit tout ce qui, de ton point de vue, faisait la substantifique moelle de ta thèse. La femme Alors, aimée. en fait, je m'aperçois que, tu vois, c'était un souvenir imparfait. Il n'y a pas la femme aimée là, mais j'en avais suffisamment parlé juste avant. Euh, il y a, en fait, c'est un poème de retour en Inde des années plus tard, alors accompagné de la femme aimée, mais qui n'est pas du tout mentionné, qui est implicite en fait dans le poème. Et c'est en fait une théophanie, c'est une révélation du divin classique en montant une montagne, en arrivant à un endroit qui est un sanctuaire bouddhique pour un poète qui n'est pas croyant, mais qui est touché par quelque chose. Et c'est ça qui m'avait touché chez Paz aussi, c'est cette capacité d'émotion, comment la qualifier, spirituelle, chez un être qui par ailleurs était très rationnel, mais qui, euh, qui maintenait ouverts les deux poumons, si tu veux. Et en ce sens, ça résumait bien ce que j'avais voulu montrer chez Paz, c'est-à-dire cette ouverture vers l'autre, qu'il a lui-même théorisé très bien d'ailleurs, mais qui pouvait en fait être une manière d'évoquer intimement ce qu'il avait à cœur. Et je te remercie beaucoup, Paul-Henri, pour cet entretien et d'avoir accepté de participer au projet Ma Thèse. Merci beaucoup. Merci beaucoup et donc bonne publication.